la deuxième séance du book club The Watermelon Book Club, qui est un book club qui a pour but de promouvoir et d'amplifier les voix palestiniennes, de lire les voix palestiniennes et d'en apprendre plus sur la palestinienne, toujours à travers des voix palestiniennes. Donc le deuxième livre pour cette séance et pour ce mois-ci, c'était Je ne partirai pas, mon histoire et celle de la Palestine, donc qui est une BD de l'écrivain et plutôt du caricaturiste illustrateur Mohamed Sarane, qui a été traduit par donc, Marianne Babu et publié chez la maison d'édition Elif Bata, qui est une maison d'édition indépendante, et que je tiens surtout à remercier d'avoir permis ce book club à travers le code promo, et surtout, tout simplement, pour avoir publié ce livre qui est disponible en arabe, en anglais et en français. Et c'est, je pense l'avoir déjà dit, mais c'est très difficile de trouver de la littérature palestinienne en français, que ce soit traduit ou écrit originellement en français. Surtout, aujourd'hui, on est dans un contexte, je pense, comme vous le savez, où beaucoup de voix palestiniennes sont censurées et en France et à l'international, encore plus en Palestine. Il y a le livre d'un historien israélien, Ilan Pappé, qui a été censuré, qui a été retiré de la vente par la maison d'édition Fire, si je ne me trompe pas, et dont les droits ont été rachetés par, si je ne me trompe pas, c'est La Fabrique Édition, mais corrigez-moi si je me trompe. Donc, je pense que ça exprime bien l'importance et l'urgence d'amplifier les voix palestiniennes et surtout pour nous-mêmes aussi de nous éduquer sur la Palestine pour savoir quoi dire quand on est confronté à une narration qui va à l'encontre de la liberté des Palestiniens et de la Palestine. Ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé quelques petits slides. Je ne vais pas les préparer, je vais pas les présenter directement tout d'un coup parce qu'il y en a pas mal. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure qu'on échangera nos idées, je recentrerai sur certaines slides qui je pense, sont importantes. En tout cas, que j'ai préféré souligner. Alors, un petit peu sur Mohamed Sarane, c'est un caricaturiste, illustrateur palestinien. Il est né au Koweït, il est originaire de Jénine, en Palestine. Aujourd'hui, il vit à Ramallah et il enseigne l'illustration à l'université arabe américaine de Jénine, qui est une université privée. Il a beaucoup contribué à l'international, il a beaucoup été invité. Il fait partie du mouvement international de la caricature. Donc, le nom, j'ai oublié de l'écrire, c'est Cartoon Movement. En 2013, donc, il a eu le troisième lauréat du prix de la BD arabe. Il a eu des expositions en Grande-Bretagne, en Espagne, à Washington, à Berlin, en Norvège, et la liste est longue. Donc, c'est un illustrateur qui est assez connu et assez influent, même si moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Et donc, c'était une très bonne découverte. D'ailleurs, cette BD, je l'ai connue à travers un des posts du média Arabian Cultures qui avait mis en avant cette BD. Et c'est comme ça que j'ai connu et que j'ai tenté de contacter la maison d'édition pour ensuite voilà, proposer pour le book club. Ensuite, en 2017, il a été invité en tant que jeune personnalité intellectuelle palestinienne influente pour représenter les Palestiniens dans le bâtiment de l'ONU à New York. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Donc, je vous ai mis son handle, je sais pas comment on dit ça en français. Donc, c'est @sabané. Après, en France, il est aussi venu pas mal de fois en France. Si vous allez voir sur son compte, vous allez voir que dans ses stories, dans ses stories permanentes, il y a pas mal de stories qui sont dédiées à la France. Et très récemment, en 2023, il était à Paris, à Lyon et à Toulouse. Malheureusement, nous, on l'a raté, mais j'espère qu'une prochaine fois, on pourra peut-être assister à l'une de ses conférences ou de ses expositions. Ensuite, pour passer de l'international à la France, Mohamed Sabané a aussi été en prison. Et c'est après son passage en prison, son arrestation et son temps en prison qu'il a eu l'idée d'écrire cette BD. Donc ça s'est passé en février 2023. Il revenait du travail, il revenait de Jordanie pour rentrer à Ramallah, pour aller à Ramallah, et il a été arrêté à la frontière. Alors sur certains sites disent qu'il a été arrêté 2 mois et d'autres 2 semaines en détention sans accusation. C'est ce que je pense que vous l'avez vu à la fin de la BD. Il y a une page qui est dédiée à la détention administrative. La détention administrative, d'après ce que j'ai pu comprendre, en gros, on n'a aucune charge, aucune accusation, mais on a des suspicions. Et en fait, c'est une détention pour soi-disant prévenir une attaque ou quoi que ce soit.
Donc, en fait, les Palestiniens peuvent être en détention administrative sans aucune raison, par pure et simple suspicion pour prévenir. Donc, en fait, ils mettent un peu qui ils veulent en prison. Et ensuite, donc, il a été 2 mois en détention sans accusation à la prison, au centre de détention El Jalameh à Kishon, ou Kishon en israélien, donc pas très loin de Haïfa. Et ensuite, 3 mois en prison dans le Negev. Donc, je vous ai mis sur la carte un peu pour que vous puissiez vous repérer. Donc, la frontière Jordanie-Cisjordanie, c'est un petit peu à ses alentours. Et il a été emmené ensuite au centre de détention El Jalameh, qui n'est pas très loin de Haïfa. Et ensuite, il a été transporté dans une autre prison dans le Negev, donc un peu à ses alentours. La deuxième prison, il n'y a pas trouvé de lieu spécifique, c'est pour ça que je vous ai rien mis. En fait, mon histoire pour la prison, c'est assez bête, mais comme je vous ai dit, toutes les raisons sont bonnes et toutes les suspicions sont bonnes pour arrêter et emprisonner les Palestiniens, encore plus quand c'est des journalistes, comme vous pouvez le voir, avec ce qui se passe en ce moment à Gaza, mais aussi des illustrateurs. En fait, à partir du moment où on prend la parole et on parle, qu'on soit journaliste ou pas, qu'on soit activiste ou pas, on va aller en prison à un moment. Et je pense que la plupart des Palestiniens qui s'expriment passent par la case prison, détention administrative sans aucune raison. Donc 2 mois en détention sans accusation, ensuite transfert dans une prison dans le Negev pendant 3 mois. Et en fait, il a été arrêté par rapport à des dessins qu'il a publiés dans un livre. Le livre a été publié, c'est le livre de son frère, Mohamed, donc, qui est membre du Hamas. Et donc dans ce livre, il y a des dessins de Mohamed Sabané qui figurent. Et donc, il a été accusé d'être en collaboration avec le Hamas, alors que dans un de ses articles, Mohamed précise qu'en fait, il n'y avait aucune collaboration avec le Hamas, c'était une collaboration avec son frère en tant qu'écrivain et qu'auteur. Et, en fait, surtout, Mohamed Sabané, il critique, c'est un caricaturiste, donc il critique tout le monde. Donc le Hamas aussi est critiqué, Mahmoud Abbas est aussi critiqué. Il n'y a pas un corps politique en fait qui l'épargne. Et à chaque fois que pour lui une critique est juste et se vaut, il la publie, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien. Il faut savoir aussi que l'autorité palestinienne n'a pas vraiment de pouvoir, n'est pas vraiment une autorité, n'a pas l'autorité qu'elle prétend avoir dans son nom, autorité palestinienne, et que dans beaucoup de situations, l'autorité palestinienne ne soutient pas le peuple palestinien comme elle devrait le soutenir, et donc elle est beaucoup, un peu beaucoup à la merci du gouvernement israélien. Donc voilà, maintenant, je pense, après avoir dit tout ça, on peut commencer à parler du livre. Je ne partirai pas mon histoire et celle de la Palestine. Et je voulais personnellement commencer par la présentation des 3 couvertures de ce livre. Donc, le premier en arabe, Ana Ahbabtul Hikaya. Le deuxième en anglais, Power Born of Dreams, My Story is Palestine. Et le dernier en français, Je ne partirai pas, mon histoire et celle de la Palestine. Je n'ai pas inclus la traduction italienne, parce que tout simplement j'ai oublié et que j'avais pas trop de place. Et la traduction italienne, si je ne me trompe pas, ça se traduirait en français par raconter la Palestine. Et c'est plus ou moins, c'est très proche de la couverture française. Donc en voyant ces couvertures, déjà, est-ce que vous avez des premières impressions, des premières pensées par rapport à la différence des titres? Donc le premier, Ana Ahbabtul Hikaya, moi j'ai aimé l'histoire. Et c'est aussi, j'ai aimé le fait de raconter les histoires. Le deuxième, Power Born of Dreams, donc le pouvoir qui naît des rêves. Et My Story is Palestine, donc mon histoire est celle de la Palestine. Et en français, Je ne partirai pas. Est-ce que vous avez des petites impressions ou des petites pensées sur ces 3 couvertures-là? Je vous laisse la parole. J'espère que je ne parle pas toute seule depuis tout à l'heure. Mais non, t'écoutes, tu parles pas toute seule, on est là. Je me dis, s'il y avait un problème technique, je n'ai pas fait attention. Non, t'inquiète pas, on t'entend. On est juste très submergé par tout ce que tu dis et on est bien attiré, t'inquiète pas. Je parle beaucoup, mais je vous laisse la parole à vous. Bah alors, vu que j'ai pris la parole pour te rassurer qu'on écoute et qu'on entend bien ce que tu dis, honnêtement, je trouve que le choix, il est un peu étonnant en français, parce que en regardant les 2 autres couvertures,
la première impression que j'ai, que c'est ils sont beaucoup plus politisés dans la façon de présenter. Parce que la première, bah, les yeux, ils sont bandés. Mhm, Deuxième, on voit bien que c'est une cage, donc que c'est fermé et mhm, qui est transporté. Et l'autre, même si on le voit en arrière-plan, la prison, mais c'est en arrière-plan, c'est pas la première chose qu'on voit. mhm. En français, je pense, nos yeux, en tout cas pour mon cas, euh, je regarde en premier le titre, je ne partirai pas, et c'est après que je vois la prison en arrière-plan. Alors que dans les deux autres, mon regard en premier en arabe, bah, je vais regarder les deux, enfin, lui, du coup, l'auteur avec les yeux bandés qui va en prison. Ça, c'est la première chose que je vois, premier plan. Et l'autre, c'est vraiment la cage en anglais. Et en français, c'est moins le cas. Je dirais que je regarde plus le titre. Et c'est marrant le choix de garder tout en noir et blanc quand même, de ne pas mettre le rouge qui d'ailleurs, je trouve, ne sert pas trop la couverture Mhm. dans les deux autres. Dans les deux autres. Mmh, je pense que, en tout cas, en français, peut-être que c'est resté qu'en noir et blanc, pour vraiment rester fidèle à l'histoire Mm. et pour rester fidèle au concept. Par contre, je m'excuse vraiment parce que j'ai utilisé des mots comme, par exemple, concept et thème, mais c'est parce que vraiment, j'ai pas de vocabulaire beaucoup plus approprié et je conçois que les mots concept et thème, heu ne transmettent pas, ne traduisent pas la réalité et l'ampleur des sentiments que je veux partager. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que concept et thème, c'est très en décalage et qu'il y a un Mm. gouffre entre l'utilisation courante qu'on a des mots concept et thème et de la réalité qui est traduite dans ce livre. Donc, je m'excuse pour le manque de vocabulaire. Mais oui, du coup, je trouve que dans la couverture française, il n'y a vraiment aucune couleur et ça traduit bien le concept, c'est fidèle au concept, alors que dans les autres, on a le rouge, mais après, c'est aussi les couleurs. En anglais, on a le rouge et le vert, et le noir Ouais. et le blanc qui forment les couleurs de la Palestine. C'est vrai que dans la couverture arabe, je trouve que pour le coup, ça dessert vraiment. Mais après, il y a un mot qui est bien mis en valeur, et c'est Anna, et c'est moi. Et c'est moi aussi qui représente toute la Palestine, et toute la Palestine qui me représente. Enfin, il y a vraiment une unité euh, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour le coup, en tout cas au niveau des couleurs, moi, personnellement, je partirais plus sur la version française. Mais après, je suis d'accord avec toi qu'au niveau qu'au niveau de ce qui est mis au premier plan et ce qu'on voit le plus, la couverture française, je trouve que c'est dommage qu'on qu'elle n'est pas assez politisée, je dirais. Ouais. En fait, je trouve qu'on a un peu on a une vision où on le voit, il est triste, il est, euh, il est fatigué, il en a marre et c'est des sentiments valables, hein. Mais du coup, je pense que la couverture française met plus l'accent sur le sentiment de tristesse, d'impuissance aussi, alors que par exemple, la première couverture, il y a aussi l'impuissance, mais on voit directement les soldats israéliens, et donc on comprend que la situation, elle est politique. Mm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, j'avais peut-être pensé en voyant la couverture américaine du livre. J'ai l'impression que visuellement, peut-être on va chercher à attirer des personnes différentes. Euh, Peut-être des personnes qui étaient plus réfractaires à l'idée de lire des histoires palestiniennes. La version américaine, on sent qu'on est directement dans le politique, on a les couleurs, on a le mot Palestine qui C'est ressort. vrai. Alors que la version française, je me mets peut-être à la place d'une personne extérieure qui se sentirait pas forcément impliquée par ce qui se passe. On voit le titre, je ne partirai pas, et on dit mon histoire est celle de la Palestine. Peut-être que, je sais pas, il y avait une intention d'essayer d'attirer un lectorat qui n'était pas déjà sensible C'est vrai. au sujet de la Palestine. Enfin, c'était ma réflexion. C'est vrai qu'après, en France, quand il s'agit de la Palestine, la parole n'est pas du tout libérée sur la Palestine, c'est un gros tabou. Et, euh, et peut-être que, oui, en ne mettant pas spécialement le mot Palestine en gros en vert, peut-être que ça attirerait plus une audience en public qui n'est pas, qui ne se dirigerait pas automatiquement vers ce genre de lecture comme nous, par exemple, on peut le faire. J'avais un autre point de vue. Oui, En fait, je trouve que la couverture française, je trouve que le titre colle bien avec la couverture, en fait, parce que je ne partirai pas, peut-être en mettant
l'auteur en premier plan. Il se dit que malgré l'oppression, malgré les prisons, malgré la force, enfin malgré l'occupation, malgré tout ça, ça fait 75 ans et tout ça, que en fait je resterai là. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il s'est représenté en petit, en premier plan. Et la prison, déjà, on a une grande muraille. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mhm. Ça montre que c'est immense et que c'est plus fort que lui, mais malgré tout ça, en fait, bah, il résiste. Enfin, pas que lui, enfin, les Palestiniens résistent quand même. Et, euh, et je pense qu'il a choisi cette couverture-là parce que je trouve qu'en France, c'est pas évident. Et les gens, ils sont pas à l'aise de parler de surtout la Palestine. Ouais. Même par rapport à d'autres conflits de guerre dans le monde aussi atroces. Mais la Palestine, je sais pas j'ai jamais compris ce qui bloque un peu chez les Français. Mais je trouve que c'est parlant, mais c'est moins, enfin, entre guillemets, moins, je trouve pas d'autres mots, mais c'est moins agressif pour le français. Peut-être c'est C'est pour, plus subtil. ouais, voilà, plus subtil pour un français. Peut-être après, je sais pas si c'est ça ou pas. Mhm. Et par contre, la couverture arabe, je trouve qu'il y a un paradoxe. J'adore la couverture, elle est franchement très parlante. Je trouve que c'est celle qui vraiment parle le plus, mais avec le titre, il dit Ana ahbabtu al-hikaya. C'est, enfin, je sais pas, mais il y a le mot ahbabt, ça fait un peu paradoxe, alors que en vrai, l'histoire est tellement triste et violente en fait. Donc après, il y a le mot Ana en rouge, donc enfin, je sais pas. En fait, il y a tout ça. Mais c'est vrai que je mettrais, moi, le titre de Je ne partirai pas sur la couverture arabe. Après, ça fait un peu très frontal, on va dire, mais voilà. Voilà. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis pour le titre en arabe, c'est un peu contradictoire. Ana ahbabtu Ouais. al-hikaya, donc je vais aimer l'histoire, alors qu'en fait, les histoires sont tristes. Mais c'est pas que moi, au début, j'ai aussi traduit un peu, j'ai aimé raconter, j'aime le procédé de raconter une histoire. Parce que justement, en fait, le fait de raconter une histoire, c'est ce qui nous amène à l'imaginaire, et donc à la deuxième couverture, Power Born of Dreams, et que c'est l'imaginaire et c'est les histoires qui nous donne du pouvoir et ça nous donne, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète. Hein. Et quel type de pouvoir ça nous donne? Ça nous donne le pouvoir de résister et une des manières de résister, c'est de ne pas partir. Donc au final, c'est assez linéaire. Peut-être que, je ne sais pas si vous voyez ce que... Moi, juste, mais je me pose la question, comme il l'a écrit en arabe, je me dis que c'est lui qui a choisi, a priori, Ana ahbabtu al-hikaya. Donc, c'était. Autant les autres, c'est peut-être pas direct, peut-être que c'est plus les éditeurs qui ont Mhm. imposé, ou pas forcément imposé, mais en tout cas qui ont eu cette discussion avec lui pour choisir le titre, mais que pour la première édition en arabe, ça part quand même de sa volonté de choisir ce titre-là, Ana ahbabtu al-hikaya. Donc, à moins d'aller lui demander pourquoi il a choisi ça plutôt que l'autre, mais c'est vrai que par rapport au titre, des trois, je préfère Je ne partirai pas plutôt que les deux autres, qu'ils soient le titre arabe ou le titre anglais. Euh, mais je me dis que ça sert quand même son histoire, vu que c'est lui qui l'a choisi et qu'il utilise ce petit oiseau à l'intérieur pour raconter toutes des histoires à l'intérieur, des mini-histoires qui racontent la grande histoire. Donc c'est peut-être pour ça le choix de Hikaya. Mais après, je sais pas. Euh, Ah oui, je voulais parler de la linogravure parce que c'est pas une BD normale entre guillemets. C'est pas un dessin qui a été fait sur une tablette ou à la main. C'est vraiment une technique spécifique qu'il a décidé d'opter ce- pour cette BD parce que comme il le dit, en fait, quand il était en prison, il avait beaucoup de prisonniers graver leur nom sur les murs et lui, il n'a jamais réussi à graver son nom. Et alors, ce qu'il s'est dit en sortant, c'est que je vais utiliser cette technique, et je pense, pour graver les histoires des Palestiniens et les rendre tangibles d'une manière ou d'une autre. Et les rendre tangibles, et surtout parce que quand on grave quelque chose sur une pierre, sur un mur, ça tient très longtemps et ça reste des générations et des générations et des générations. Après, c'est quelque chose qui est très difficile à effacer, à moins de détruire le mur ou de casser la roche. Par rapport aux couleurs, dans un article, Mohamed Sabani disait euh, que cette technique, donc this kind of technique, only works with two colors, and the color that best describes life in prison in Palestine is black.
que cette technique-là, elle marche qu'avec deux couleurs, le noir et le blanc, et que la couleur qui décrit mieux la vie en prison, c'est en prison en Palestine, en tout cas, c'est la couleur noire. Et je pense qu'on a, si vous avez lu la BD, je pense que vous l'avez lu, vous voyez bien que la prison en Palestine, elle a beaucoup de formes. C'est pas juste la prison comme nous, on la connaît dans un endroit spécifique où on met les soi-disant meurtriers, agresseurs, etc. Que la prison en Palestine, c'est à vraiment tous les niveaux et c'est ce qu'il explique après petit à petit dans les histoires. Et aussi, je voulais vous montrer en fait les outils qui sont utilisés pour la linogravure parce que c'est une technique que personnellement je ne connaissais pas. Donc ça, c'est les outils qui sont utilisés pour la linogravure. Et c'est des outils très pointus, donc qui ne sont pas autorisés dans les prisons. Et donc je disais, pour que les prisonniers palestiniens aient pu et réussi à graver leur nom sur les murs, ça relève de l'exploit, mais aussi d'une marque de résistance, de résilience et d'un refus d'abandonner et surtout d'écrire son histoire quelque part, de laisser des traces. Et voilà, ça sera tout pour cette slide. Et donc maintenant, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Est-ce qu'il y a des passages qui vous ont plu? Est-ce qu'il y a des passages qui vous ont touché d'une manière ou d'une autre? La parole est à vous. J'ai assez parlé. Alors, juste pour dire, parce que je ne sais pas si tu as vu la discussion, donc il y avait Art Willa Book qui disait Oui. un commentaire sur la couverture tout à l'heure. Et, Ah oui, c'est vrai. Oui, vas-y, je t'écoute. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Que je pense aussi que je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, mais je trouve que la version française, même s'il y a bien l'impuissance des Palestiniens qu'on voit parce il est en petit et il est en petit en premier plan, mais dans la prison, il y a un peu qu'en fait, en arrière-plan, il y a quand même de petits détails de scènes de vie, si je peux appeler ça, où ça laisse un peu d'espoir. On voit en tout arrière-plan, vraiment vers le bord, quelqu'un qui est en train de dessiner, quelqu'un qui est sur une balançoire, quelqu'un euh, qui est en train comment dire, de marcher. Enfin, il y a quand même des scènes de vie à l'intérieur qui, je pense, donnent malgré tout un petit message d'espoir. C'est que, alors que dans les deux autres, on voit rien qui marque la vie, en fait. Pas juste l'emprisonnement. Alors que là, il y a quand même quelque chose d'autre qui reste. Et voilà, dire ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et en fait, moi, ce que je comprends aussi, c'est déjà, on a une image un peu d'un labyrinthe où les endroits où l'espace est assez restreint. Et moi, personnellement, déjà, quand j'ai lu ce livre, je ne le lisais pas la nuit parce qu'il y avait tellement de noir que je ressentais la suffocation, que tout était. Je ressentais le manque d'espace, je ressentais entre guillemets. Et là, c'est vrai qu'on voit des enfants jouer, dessiner, malgré le manque d'espace, malgré tout ce qui peut, malgré tous les bâtons dans les roues, toute la surveillance, tous les soldats, tous les armes, malgré le manque d'espace, on restera là et on continuera à vivre notre vie. Donc, s'il faut jouer, on joue, aller à l'école, on ira à l'école, faire de la balançoire, dessiner. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Je crois que c'était Isan. Oui, pardon. Ouais. Vous m'entendez parce que ma connexion n'est pas terrible. Oui, on t'entend. En tout cas, moi, je t'entends. En fait, par rapport à ça, je voulais dire que la version française, elle me paraissait très centrée sur l'individu et justement sur la présence. Et je trouvais que c'était cohérent avec le titre justement, qui parle de Je ne partirai pas et on le voit lui et on voit le peuple palestinien en arrière-plan et on voit des personnes qui sont présentes. Et du coup, je trouvais que ça faisait un ensemble cohérent. Voilà. Ouais, je pense que ça revient aussi un peu à ce qu'on disait avec Mirage, donc Map Agency, où en fait, on ne partira pas, je ne partirai pas, peu importe ce qui se passe, on va rester là. Peu importe les contraintes que vous allez nous imposer, peu importe les armes desquelles on est entouré, peu importe de la surveillance par laquelle on est surveillé, peu importe l'espace réduit que vous allez nous octroyer, ils sont de plus en plus dans des espaces restreints et très petits.
Mais malgré tout, en fait, on ne partira pas et on restera là, on continuera à vivre. Ouais, c'est vrai qu'en fait, au final, c'est assez cohérent. Après, ce que j'aime bien aussi dans les illustrations, c'est qu'il y a différents points de vue. Donc, je pense pas qu'il y a un point de vue qui soit juste, mais c'est vraiment une question de comment nous, est-ce qu'on ressent, comment nous, est-ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on comprend la couverture, les dessins et les messages qui sont transmis. Et on n'oubliera pas de noter que le petit oiseau est tout en haut. euh, il est au-dessus, en tout cas la manière dont on le voit, on voit qu'il est au-dessus des surveillances, qu'il est au-dessus des soldats, qu'il est au-dessus des machines. euh, et que après, l'oiseau, c'est ce qui représente la liberté, le moment qu'il n'est pas emprisonné dans une cage. Alors, moi, je ne sais pas comment est-ce que vous avez lu ce livre-là. Moi, personnellement, j'ai pris des petits post-it et je les ai collés à chaque fois que j'avais quelque chose à dire, parce que d'habitude, j'écris sur mes livres, mais là, par exemple, voilà, j'ai mis un petit post-it et j'ai écrit quelques remarques. Donc, je vais passer sur ces remarques-là et partager mon avis. Et vous me direz voilà, si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, on n'est pas d'accord avec le sacrilège d'écrire sur les livres, mais hormis ça, la parole est la tienne. Vas-y. Bah, heureusement que tu vois pas mes livres alors, hein, parce que j'en fais tout et n'importe quoi. J'écris en rouge, en Oh là jaune, là, de toutes les couleurs. Franchement, ça va pas du tout, ça devient un brouillon maintenant. ça va pas du tout, vraiment. Ça va vraiment pas. Non, mais heureusement que vous ne les voyez pas. Mais après, moi, personnellement, de mon point de vue, je me dis que c'est bien, parce que ça veut dire que mon livre a vécu et que si un jour vous devez le donner, je le donne avec mes pensées. Et peut-être que ça pourra influencer ou pas une autre personne. Et c'est pour ça que j'aime aussi acheter des livres de seconde main, parce que des fois, il y a tout le temps des fois, il y a des annotations dessus, et j'ai l'impression un peu d'avoir un point de vue extérieur que je n'ai pas demandé, mais qu'on me donne quand même. Donc ça peut être utile ou pas. Euh, alors, alors moi, j'ai été beaucoup frappée par l'image du labyrinthe qu'on trouve ici, mais qu'on trouve aussi ici. Et cette page qui a été reprise du coup qui a été reprise pour la couverture arabe. Et je l'ai interprété un peu comme le fait que on sait tous que les colons, pour mieux conquérir et coloniser, il faut diviser. Et voilà, diviser pour mieux régner, pour mieux coloniser. Et j'ai interprété comme ça. Donc j'ai noté, la Palestine est tellement découpée que ça en devient un labyrinthe. Et je pense qu'on le voit après au fil de l'histoire. Il y a le dessin du mur qui revient, le mur de l'annexation, qui est dessiné, qui est représenté par un serpent, je pense, à la fin. Euh, on a beaucoup, en tout cas, j'ai trouvé qu'au niveau des illustrations, vu que c'est de la linogravure, c'est très carré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très, on a très peu de formes rondes et de formes douces. On a beaucoup de formes, on a beaucoup d'angles droits. Après, comme je vous ai montré avec les outils, c'est des outils qui font que la plupart du temps, on va avoir des angles droits et voilà, des formes un peu pointues. Voilà, c'est très géométrique. Ouais, ouais, c'est très géométrique. Et c'est très rare. Mais il y avait des instances où on avait quelque chose de plus doux, de plus, de plus simple. Et pour le coup, c'était pas du tout en voilà, c'était vraiment en décalage avec le concept de cette BD, qui est très pointu, très géométrique. Et les seules instances où j'ai personnellement noté un dessin différent, attendez que je me retrouve ça, parce que je trouvais que c'était intéressant à mentionner. Et je ne sais pas si c'est que moi, peut-être que vous aussi, vous l'aviez remarqué. Alors, moi, je l'ai mis ça. C'est l'histoire du petit garçon qui meurt. Et donc sa maman doit attendre que le gouvernement israélien, l'armée israélienne, lui restitue le corps de son enfant. Et elle attend pendant très longtemps. Et donc au bout d'un moment, euh, on voit des petits cactus qui sont dessinés. Je ne sais pas si vous aviez remarqué les petits cactus ou pas. Moi non, je les avais pas remarqués, mais je regarde là en même temps, en effet, je remarque que c'est Je vais vous trouver la page. c'est pas Alors, du c'est page 99. Page 99, ici, vous avez des petits cactus qui sont dessinés. Et ensuite, on retrouve encore les cactus, page 101. On les retrouve ici. Et je trouvais que c'était vraiment les seuls dessins qui se démarquaient euh, du reste, de la BD. Vous avez pu les voir?
Est-ce que ça vous, maintenant, si vous les voyez, ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Ils sont aussi page 63 dans la date. C'est le symbole même, en fait, Oui. le cactus. C'est pour ça, moi, je pense que je les ai vus, mais je prenais ça pour acquis qu'elles soient là. Ça m'a pas choqué. J'ai pas, voilà, je les ai juste vus et comme je sais le symbole qu'ils ont, après, je sais pas, je m'étais pas posé la question plus que ça pour savoir pourquoi ils Ah, étaient nés ici. moi, je les ai remarqués surtout par rapport à leur forme, Mhm. qui est très différente du reste de la BD. Et ça m'a fait penser au personnage de Handala, de Naji El Ali. Mhm. Ça m'a fait penser à ça et je me suis dit, est-ce que ce serait pas encore une fois un clin d'œil? Vraiment, parce que Il est clin d'œil, ça dessiné m'emploie quelque le. part. Je suis désolée, je te coupe, mais j'ai l'impression qu'il était dessiné quelque part. Ah bon? J'ai l'impression de l'avoir vu, alors Moi, je j'ai sais pas pas. fait attention. Pourtant, Je je suis me en train de suis penchée regarder. sur, je me suis penchée sur ça, mais je n'y ai pas vu. Moi, j'ai l'impression de l'avoir vu dessiner. Alors, je sais pas, mais je suis en train de chercher. En tout cas, si je le trouve, je vous dis la page. Et moi, je me suis dit que ça pouvait être un. Ah, alors, il me dit, il y est, oui, je confirme, en arrière-plan accroché au mur. En arrière-plan accroché au mur. Est-ce que tu aurais la page? Soixante-neuf ans. Effectivement, oui. Ah oui, en effet. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Il y est deux fois. Ouais, c'est vrai que je l'ai vu passer, mais j'y ai pas fait attention. Et pour le coup, c'est pas ça qui a retenu mon attention, mais c'est les cactus qui m'ont fait penser à ce personnage. Et en fait, c'est surtout au niveau c'est surtout au niveau du style artistique euh, et des épines qu'on peut retrouver sur le cactus. Ici, qu'on retrouve sur les cheveux, sur la tête de Handala. Mhm. Et je trouvais que c'était intéressant parce que Naji El Ali, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais Naji El Ali, c'est aussi un caricaturiste qui a été un très grand caricaturiste palestinien euh, qui a été assassiné en Angleterre par le Mossad. Et sachant que Mohamed Sabaneh a été mis en prison pour ses dessins. Et donc je pense que ça, ça exprime vraiment la peur que le gouvernement israélien, le gouvernement colonial, l'armée coloniale a la peur en fait des agents culturels de la Palestine. Donc tout ce qui est poète, tout ce qui est artiste en général, écrivain, journaliste, encore une fois, tout ce qui exprime quelque chose, que ce soit par la parole, par les dessins, par l'écrit, sont les premières cibles du gouvernement colonial. Et j'ai trouvé ça très joli à la fin. On a on a un dessin d'une machine, d'un tank qui, euh, qui est en train d'être détruit par de la musique. Je vous trouve la page. Alors, c'est au niveau de l'occupation de 1967 et les colonies de Cisjordanie. Donc, ici, on a un artiste qui fait de la flûte ou qui joue de la musique. Et en fait, on voit que cette musique, c'est les notes de musique qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Et au fur et à mesure qu'elles grandissent, en fait, elles détruisent le temple. Comment on appelle ça en français, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un temple? Mm. Je pense que c'est un tank en français, non? C'est un tank. Ouais, un tank. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que ça représente bien la résistance artistique des Palestiniens. Et que je pense que nous, de notre côté, on va se dire, écrire un poème, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça va apporter d'écrire un poème? Qu'est-ce que ça va apporter de faire un dessin? Et je pense qu'on ne se rend pas compte vraiment du pouvoir de l'art contre les entités coloniales qui ciblent constamment les artistes palestiniens. Et je pense que l'art, peut-être qu'on we're undermining art.
on sous-estime, désolé, des fois je parle de mots, on sous-estime le pouvoir de l'art, mais l'art a un très grand pouvoir si, si, au final, les entités coloniales en ont peur et ciblent précisément des personnes qui sont des agents culturels de la Palestine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Répondez-moi un petit peu, je suis en train de parler tout seul. Complètement, moi je suis vraiment d'accord avec toi. Et on le voit de plus en plus parce qu'en fait, l'art, il n'est pas, comment dire, il a la facilité de convaincre les gens, je dirais, de la véracité du combat et de son importance, plus que si on regarde juste la politique, on va dire, ou les infos pures et dures, parce que ça peut ne pas intéresser tout le monde, alors que si c'est une chanson, bah, on est plus voilà, amené à écouter de la musique, même si on n'est pas du tout politisé, en fait, et qu'on connaît rien, bah, on est plus amené à l'écouter, ne serait-ce que par hasard, parce que quelqu'un l'a partagé. Et pareil, que ce soit des dessins, que ce soit un roman, ou voilà, peu importe quelle forme artistique, mais je pense que ça parle à un plus grand public qui n'est pas politisé. C'est pour ça que ça fait peur, parce que ça peut arriver en fait à tout C'est le monde. vrai. Et après, j'ai l'impression aussi que l'art, ça touche un peu une partie de nous-mêmes, ça touche à notre sensibilité. Alors que tout ce qui est politique, déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, mais en fait, moi, la politique, je ne fais pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles à ce qui se passe, par exemple, en Palestine ou dans d'autres pays du monde, mais c'est juste que la politique en soi, c'est pas quelque chose qui les intéresse, mais on peut très bien leur ramener la politique à travers l'art, et c'est un art où on a vraiment besoin d'avoir une sensibilité humaine pour comprendre pour comprendre et pour être touché par les œuvres d'art. Donc, quelque chose à ajouter, sinon je voudrais passer à un autre point. Alors, on a Actuela qui me dit, oui, tout à fait, les Israéliens ne les empêcheraient pas de parler ou de créer si ce n'était pas dangereux pour eux, exactement pour l'image que les Israéliens exactement essaient de renvoyer au monde. Et je pense que là, le mot-clé, ça va vraiment être image. Euh, et l'image que les Israéliens essaient de renvoyer au monde et l'image que les Palestiniens renvoient au monde. Et il y a un gouffre entre les deux, parce que dans un cas, ça va être la réalité, comme ce qu'on a comme ce qu'on a dans cette BD, même si ça reste, même si c'est fictionnel, ce n'est pas fictionnel aussi parce que les histoires que l'oiseau rapporte, ce sont des histoires réelles, ce sont des histoires de personnes humaines qui veulent tout simplement voir leur enfant, être avec leur famille, et c'est pas nécessairement des histoires de héros, c'est juste des personnes qui sont palestiniennes, c'est des êtres humains qui se retrouvent emprisonnés pour X raisons. Et quand je dis X raisons, ça veut dire pour zéro raison. Il n'y a vraiment aucune raison valable, justifiée. Et qui veulent juste être réunis avec leur famille, passer du temps avec leurs enfants, voir leurs parents, en fait, avoir une vie normale. Et c'est vrai que je trouve que je trouve que c'est une histoire qui a tendance en tout cas cette BD, qui a tendance à exprimer le fait que les Palestiniens ne sont ni plus ni moins que des êtres humains, alors qu'encore une fois, quand il s'agit de la Palestine, on a beaucoup tendance à glorifier les personnes, à les élever au rang de héros. Et ce qui est vrai, hein, ce n'est pas faux en soi, mais je pense que déjà, ils n'ont pas choisi d'être héros, et tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est avoir une vie normale. Donc je pense que je pourrais pas Bref, je ne veux pas vraiment parler à la place des Palestiniens, mais je pense qu'entre choisir d'avoir une vie normale et d'être un héros, ils veulent juste avoir une vie normale. Mais en fait, ils deviennent des héros par contrainte, je dirais. Oui, je pense que ce que tu dis est juste, et d'ailleurs on le voit avec tous les jeunes journalistes ou photographes qui s'expriment sur les réseaux, qui sont à Gaza, qui disent qu'ils n'ont pas choisi. En fait, c'est pas, voilà, ils le font par contrainte malgré eux, comme tu dis. Mais c'est évident en fait de vouloir juste une vie où ils peuvent vivre comme nous, en fait, être en Bah ouais. sécurité. Et je pense que c'est très vrai que ça soit pour ceux qui s'expriment et qu'on voit, mais aussi ceux qu'on ne voit pas et qui sont aussi des héros malgré eux en faisant le travail qu'ils font en tant que, je sais pas, en tant que médecin, infirmier, ambulancier ou toute autre chose.
ils deviennent des héros. Et nous, en fait, l'histoire après, j'ai envie de dire, dans les générations à venir, va se rappeler d'eux en tant que héros, même si eux, ils ne le voulaient pas de premier abord. C'est vrai, ça me fait penser aux Palestiniens prisonniers qui sont échappés de prison en 2021, je crois. Et, euh, et du coup, l'auteur disait de ces personnes-là qu'en fait, c'est des personnes tout à fait normales qui, pour vivre une vie normale, pour pouvoir prendre leurs enfants dans les bras, qui est quelque chose de tout à fait normal, ils se sont retrouvés à faire quelque chose d'extraordinaire, de quasi impossible. Et donc, en fait, je pense que tout part d'un sentiment de normalité qui est, en tout cas de vie normale, je pense, qui est quasi inexistant, pour ne pas dire inexistant tout court, dans les territoires palestiniens et à Gaza, et aussi pour les Palestiniens qui vivent en Israël, donc qui ont la citoyenneté israélienne. Euh, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, mais je ne retrouve plus. Euh, je vais essayer de retrouver ça. Ah oui, en plus, je voulais parler d'un autre point. Donc, on change carrément de sujet parce que je ne vais pas retrouver ce que je voulais dire. Euh, je ne sais pas si est-ce que vous avez remarqué les différents cadres qui sont dessinés? Alors, je vous laisse réfléchir et je lis en même temps ce que Artuila a écrit dans le chat. Donc, je trouve que la force des histoires présentes ici est que justement, à chaque fois, les Palestiniens ont des besoins très basiques, très humains, donner naissance, récupérer le corps de son enfant mort, etc. Oui, ça permet vraiment d'humaniser les Palestiniens et contrer l'image que les Israéliens partagent des Palestiniens et le fait que ces besoins très basiques soient contrés. Ça souligne leur force, d'où le fait qu'ils apparaissent comme des héros. Oui, c'est vrai. L'auteur le dit à un moment que les Palestiniens ont des rêves très modestes, oui, et ils ne peuvent pas être des héros, oui. C'est vrai qu'il y avait un passage qui disait imagine que ton rêve, ce soit d'avoir des chaussures, de jolies chaussures pour aller à l'école, mais tu vis dans un endroit qui est constamment, où il y a constamment qui est détruit et il y a constamment les militaires autour sous occupation, et donc tu ne peux pas avoir de jolies chaussures, tu es obligé d'avoir voilà, des godasses bien solides pour te protéger. C'est vrai qu'ils ont des rêves très, très modestes parce que ça part d'un besoin d'une vie normale qui, qu'ils ont du mal à, qu'ils ont du mal à rendre réalité. Pourtant, pour nous, ça nous paraît vraiment très, très, ça nous paraît pas très basique, c'est très basique. C'est un fait. Euh, oui, du coup, je voulais savoir, est-ce que vous aviez pu noter, vous avez pu remarquer l'utilisation des cadres et la représentation des cadres? Parce que vous savez, dans une histoire, non, mais je pense que c'est le personnage principal qui raconte que, en tant que dessinateur, qu'illustrateur, les familles des martyrs viennent le voir pour lui demander de peindre la photo du martyr qu'ils utiliseront pour les funérailles. Et, euh, et donc, il y a le petit frère du martyr qui vient et qui lui dit est-ce que moi aussi tu dessineras mon portrait? Et donc, lui, il est, il est triste. Il est triste vraiment parce que je ne trouve pas le mot nécessaire. Et il lui répond non, toi, tu vas grandir, tu vas être docteur, tu vas être professeur, tu vas avoir une vie et je ne dessinerai pas ton tableau. Et un moment, quelques jours après, en fait, le petit est tué par l'armée israélienne et donc l'illustrateur doit doit dessiner son portrait. Vous vous souvenez de cette histoire? Oui, d'ailleurs, c'est page 81 et 82, si je voulais re-regarder. Et moi, ce que je trouve assez fort là-dedans, c'est 81, la dernière image, c'est les points d'interrogation dans les cadres. Pour dire, en fait, il y en a d'autres qui vont être tués et que je vais devoir dessiner, mais je ne sais pas encore qui. Mm. Parce qu'il y en a, tu vois, il y en a, en fait, il y en a 4 cadres, il n'y en a pas juste un seul pour le frère en question. Mais il y en a 4 pour dire, bah, il y en a un qui va être tué, mais il y en a d'autres à venir et que ça ne va pas se terminer. Et ça s'arrêtera peut-être jamais. En tout cas, ça risque pas de s'arrêter de sitôt. Mm, mm. Mm. Oui, c'est vrai, ouais. Et en fait, et surtout, moi, on a très peu d'instances où les cadres, je trouve, sont remplis. Donc là, on a des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas, il ne sait pas en tout cas qui sera le suivant, qui il sera amené à dessiner. Mais juste après, dans la page 82, au milieu, on a un visage qui se transfère dans le cadre. Et moi, je trouvais ça très parlant parce que
la seule manière de représenter les Palestiniens, c'est à travers un cadre. Soit ils sont dans un cadre précis, et donc c'est le cadre, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, c'est le cadre imposé par le gouvernement colonial israélien. Mais aussi leur forme de résistance, c'est d'exister en dehors de ce cadre-là. Et on le voit, je vais juste à la page 83. Au final, on a un cadre qui est, ici, on a un cadre qui est soi-disant accroché, qui est accroché sur les nuages. Et par contre, le cadre, il est vide. Le cadre, il n'y a rien dedans. Mais tout se passe en dehors de ce cadre-là. Et est-ce qu'il y avait une autre instance de... Ah oui, Oui, j'allais dire la même exactement. chose. Exactement, c'est ça que je cherchais. Euh, ça me rappelle, ça me rappelle l'autre histoire, avec l'histoire de la petite fille exactement qui ne connaît son père qu'à travers une photo lorsqu'il était en prison. Donc, quand il est en prison, elle le connaît que sur une photo, donc qui est encadrée. Et puis, lorsqu'il sort de prison, elle a beaucoup de mal à nouer un lien avec lui. Et puis, page 67, merci Aquila, lorsqu'elle réussit à enfin l'accepter comme son père et qu'ils ont une relation père-fille, il est encore une fois emmené en prison. Et je sais pas trop quoi faire de cette histoire de classe. En fait, il y en a une autre aussi, ça me Oui, fait que j'ai pas remarqué avant que tu le dises, là, maintenant. Et en fait, c'est l'histoire de la maman qui va à l'école et oui, qui a un cadre avec la photo de son fils pour dire qu'en fait, il a été tué parce que... Et elle le tient avec la tête basse en train de pleurer. Et j'avais pas vu avant euh, que le cadre était là. En fait, c'est page 56. Et c'est que maintenant, quand tu as parlé de cette histoire de cadre, oui, que je l'ai ouais. remarqué. C'est vrai qu'elle a aussi, celle-là, en parlant de cadre, je n'avais pas inclus celle-là, mais et en fait, moi, je ne sais pas comment vous comprenez, mais là, au fur et à mesure qu'on en parle, j'ai l'impression que, en fait, le gouvernement israélien impose un cadre aux Palestiniens et toute leur vie, ils vivent en dehors de ce cadre. En fait, toute leur vie, ils résistent pour ne pas rentrer dans ce cadre israélien, pour ne pas être soumis à 100% aux Israéliens. Donc, ils sont tout le temps dans la résistance pour profiter de leur vie et de leur liberté comme ils le veulent, et pas de manière à être encadrés par le gouvernement israélien. Et que le seul moment où, en fait, ils répondent aux critères des Israéliens, c'est à partir du moment où ils sont morts et ils n'existent plus. Euh, il n'existe plus pour déranger le gouvernement israélien. Je ne sais pas si vous le comprenez comme moi ou pas. Page 77, l'oiseau qui s'échappe du cadre. Oui, page 77, l'oiseau qui s'échappe du cadre aussi, ouais. Et l'oiseau, c'est l'emblème parfait en fait de la liberté, qui refuse d'être encadré, d'être emprisonné, d'être entre quatre murs, sauf lorsqu'il est dans une cage et où là, il a pas de moyen de s'échapper. Je pense aussi à autre chose, que Oui, en fait, le fait en fait, l'histoire du cadre, je pense que en fait, c'est les limiter pour pouvoir les contrôler, en fait, tout simplement. Et oui, à mon avis, pour effacer quelqu'un de l'existence, même s'il existe, c'est de lui mettre des limites et de le restreindre dans un cadre. Et après, ça sera enfin, simple de d'effacer, tout simplement. Et que, en fait, pour eux, le fait qu'ils résistent tout le temps et qu'ils réussissent un jour de s'échapper, c'est dangereux, enfin, pour eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est en fait, et en fait, ils font tous les moyens possibles et imaginaires pour qu'ils puissent les rendre invisibles, quelles que mm, soient par les prisons. Et il y a aussi, moi, vraiment la partie qui m'a un peu brisée, c'est la petite fille, en fait, avec son papa, enfin, qui oui, a réussi à lui parler finalement, et qu'après, ils sont venus le récupérer. En fait, c'est pour construire une famille et un pays, enfin, c'est la base, c'est la famille. Et briser oui. les familles,
c'est comme, en fait, c'est détruire l'infrastructure. Enfin, je pense que c'est ça. Et s'attaquer à ça tout le temps et régulièrement, et surtout, parfois, il laisse un espoir. Et ensuite, venir briser cet espoir, je pense que c'est encore plus compliqué de s'en remettre, en fait. Et je pense que c'est ce qu'il y a eu avec la petite fille. Et encore, enfin, c'est une enfant, quoi. Et si je ne me trompe pas, l'histoire de la petite fille, en fait, c'est l'histoire de sa nièce. C'est sa nièce et c'est la fille de son frère. Ah oui, je sais Ouais. pas. Est-ce que tu as la page? C'est 69, je crois. Oui, alors, alors attends, que je la retrouve. Oui, à la page 65, justement, il dit: Mon frère, Tamer, a toujours souhaité avoir une fille. Il a été arrêté alors que sa femme était enceinte. Donc en fait, c'est l'histoire de sa nièce qu'il a incorporée. Ouais. Donc c'est encore plus. Après, il n'y a aucune histoire qui est fictive dans, dans cette BD, sauf la partie où en fait le prisonnier parle avec l'oiseau. C'est vraiment le seul élément fictif de cette BD. Tout le reste, c'est des histoires vraies. Ouais. Mais je pense que le fait qu'il parle avec l'oiseau, c'est qu'en fait, il nous transmet ses pensées, tout simplement. Et surtout aussi, ça montre l'importance de l'imagination. Oui. Quand on est dans un endroit comme la prison, et surtout quand c'est une prison israélienne, en fait, et je pense aussi, justement, ça représente le fait que peu importe comment le gouvernement israélien, le gouvernement colonial essaie d'emprisonner et de limiter les Palestiniens, il y aura toujours certaines choses qu'ils ne pourront pas contrôler. Ouais. Donc, si j'ai envie de rêver et que je parle à un oiseau qui m'apporte des histoires, et si ça me permet de tenir au jour le jour et jusqu'au jour où je sors, eh ben, je le ferai. Mais vous, en fait, vous ne pourrez pas m'arrêter. Enfin, c'est-à-dire que, je pense qu'on a tendance à s'imaginer les Israéliens, les méchants, et c'est comme ça qu'ils sont représentés avec les grosses machines. Les machines sont tout le temps grosses. Il y a une machine, on dirait qu'elle a deux yeux, une bouche et qu'elle est vraiment en colère. On les voit vraiment comme les gros méchants puissants, mais en fait, on oublie qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'auront jamais le pouvoir. Et l'imagination, l'imagination, les rêves, c'est une des choses qu'ils ne pourront jamais contrôler, même s'ils mettaient tous les Palestiniens en prison. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais juste un truc à dire par rapport à ce qu'on a dit avant concernant les rêves. Et parce que j'y ai pensé quand tu l'as dit, mais c'est vrai qu'après, je cherchais la page et je trouvais pas, mais en fait, c'est vers la fin. Et quand on dit que leurs rêves sont tous modestes, bah, et il le dit par rapport à la mère qui veut juste enterrer son fils une fois qu'il est décédé. Enfin, une fois qu'il est plutôt a été tué plutôt que décédé. Euh, et que, en fait, ça va vraiment dans des choses qui nous paraissent évidentes pour nous, même dans la catastrophe. C'est-à-dire, la personne, vous l'avez déjà tuée, en soi, vous voulez quoi de ce corps-là? Mais même dans la mort, euh, la, l'oppression continue. Et donc, le rêve de cette maman-là est juste d'enterrer son fils. C'est-à-dire, elle sait déjà qu'il a été tué. Et, et voilà, quand je l'ai lu, en fait, ça m'avait vraiment frappé de dire ça, parce que on sait que l'oppression, quand les personnes sont vivantes, on va dire, on la comprend pas, mais on la comprend. Enfin, on peut l'imaginer. voilà. On peut en faire sens. Voilà, exactement. Alors que quand c'est un corps, tu te dis, bah, de toute façon, vous l'avez déjà tué. Donc, en fait, c'est pourquoi continuer cette souffrance-là? Enfin, pourquoi endurer encore plus? Surtout que le corps ne vous sent pas utile. Et on le voit aussi aujourd'hui, en fait, on le voit à Gaza, avec tous les corps qu'ils ont volés, le sacrilège des, euh, des cimetières. Euh, et voilà, enfin, ça m'a fait penser à ça et ça m'a fait penser aux Razaouis qui disent bah, juste notre rêve, c'est si on meurt, on veut mourir en un seul corps et pas être. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait penser à ça. C'est vrai, d'ailleurs, il y a un podcast, si vous comprenez l'anglais, il y a un podcast qui s'appelle The Palestine Pod. Et dans un des épisodes, il y a Plessia qui est l'invitée. Et en fait, elle donne une idée de ce qu'était leur conversation à Gaza.
Et une de leurs conversations, c'était moi, par contre, si je meurs mais que je suis décapitée, en gros, juste laissez-moi mourir, il ne faut pas que ma famille me voie. Et il y en a qui disaient, moi, si j'ai juste une jambe, c'est pas grave, sauvez-moi quand même parce que j'ai quand même une famille. Et c'est vrai que, en fait, même dans la mort, l'oppression continue. Et je pense que surtout, l'oppression continue pour les vivants, parce que c'est les vivants qui veulent ce corps-là. Donc c'est pour faire plus de douleur. Ok, lui, on l'a tué, mais les autres sont encore vivants. Donc on va les faire souffrir. On va les faire souffrir comment? À travers de cette personne qu'on a tuée, on va refuser de leur donner, de leur donner le corps. Ou on va les laisser, parce que là, si vous suivez un peu ce qui se passe à Gaza, les corps sont par terre et aucune personne ne peut, ne peut aller récupérer le corps. Si une personne se rapproche pour aller récupérer le corps, elle se fait tuer automatiquement. Donc, c'est un niveau de psychopathie. Franchement, Mais je pense en fait, tout simplement, c'est pour les briser en fait mentalement, parce que on sait très bien que les Palestiniens, quoi qu'il arrive, ils ne lâcheront jamais leur terre. Donc là, c'est en fait c'est de s'attaquer à du coup ce qu'on a dit tout à l'heure, à leur esprit, à leur espoir en fait, parce que c'est pas de simples rêves. Parce que là, ce qu'on a dit, juste le fait qu'ils récupèrent le corps, bah, il leur dit, bah, en fait, même ça, enfin, le chose la plus basique, bah, en fait, vous l'aurez pas. Et là, ils espèrent bah, en fait de les briser et briser leur propre être, leur dignité. Briser la dignité de quelqu'un, c'est pire que, enfin, c'est pire que la torture, quoi. Enfin, l'esprit, le pouvoir de l'esprit, c'est ça qu'ils veulent. Je pense que c'est ça qu'ils veulent s'attaquer en fait. Et en fait, enfin, à Gaza, quand les corps ils sont jetés comme ça, bah, en fait, c'est enlever l'humanité de ce corps-là, en fait, comme si c'était un mannequin en plastique, quoi. Donc, c'est pas un humain. Enfin, et ça, ouais, c'est un niveau de psychopathie. Enfin, c'est pire que je trouve que ouais. c'est de la torture, en fait. Ah oui, non, c'est vraiment un niveau. Euh, pour le coup, ils ont une très grande créativité quand il s'agit de faire souffrir les gens, aussi bien au niveau physique au niveau mental et psychologique. Et ça, je pense que c'est très dur à. En tout cas, aujourd'hui, c'est très dur de leur faire la concurrence, même si certains leur font encore la concurrence à ce niveau-là. Ah, ça, c'est sûr, ouais. Mm. Après, je ne sais pas si vous savez, mais il y a aussi l'histoire du banque d'organes, enfin, une banque de la peau. Enfin, l'armée israélienne a le plus grande banque de peau, des greffes de peau dans le monde, alors qu'ils sont même pas 2 millions, quoi. Et du coup, enfin, il y a eu un reportage sur Al Jazeera avec un médecin qui était là-bas sur place. Il était témoin de ces vols-là et de ces prélèvements illégaux. En fait, ils enlevaient la peau des martyrs pour soigner leurs soldats ou pour les vendre à travers le monde. En fait, le plus, c'est la peau. Et après, les organes aussi. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques années, quand il y a eu une des massacres à Gaza, c'est qu'en fait, ils leur imposaient d'enterrer directement le corps de leur martyr, en fait, et ne pas les voir tout simplement pour leur dire un dernier au revoir, en fait. Et du coup, ça a été découvert que, en fait, c'était un corps, c'était une squelette, en fait. Il n'y avait pas d'organes, il n'y avait plus rien, finalement. C'est vrai que j'en ai entendu aussi parler par rapport au vol d'organes des martyrs. Et je l'ai vu passer sur une vidéo, je ne me suis pas attardée dessus, mais c'était si je ne me trompe pas, c'était un médecin israélien qui disait, en fait, qui avouait le fait qu'en fait, ils utilisaient les corps pour prendre des organes et ensuite ils redonnaient le corps, s'ils redonnaient le corps. Mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de vols d'organes des martyrs palestiniens. Ouais. Oui, Ah, pardon, vas-y. oui. Anissa, c'est ça? Oui, moi je voulais juste rebondir sur l'histoire du petit Mohamed Matar de 16 ans, ça m'a beaucoup touchée. Et après, je m'étais posé la question dans le livre, page 101, quand il raconte l'histoire. Ils disent à la fin, ils parlent du corps de cet enfant qui a été longtemps retenu. Et à la fin, il dit, il n'a été rendu à sa famille qu'après la parution de la version anglaise de ce livre. Et je me demandais, du coup, et je l'ai pas trouvé parce qu'il n'y a pas énormément d'informations sur l'histoire sur Internet, si tu avais un lien ou si. Parce que la phrase m'a paru
je sais pas si ça te laissait penser que le fait que le livre parle de cet enfant a joué dans le fait que le corps a été rendu ou pas. Je sais pas si d'autres se sont posé la question. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas fait plus de recherches sur ça, donc je ne pourrais pas te répondre. Mais si d'autres personnes ici, si vous avez des informations, je vous invite à prendre la parole. Moi, j'ai pas trouvé, mais du coup, le choix de l'écrire comme ça, au lieu de mettre une date en disant le corps a été rendu tant d'années, tant de mois plus tard. Mais là, il a fait le choix d'écrire que le corps a été rendu après la parution anglaise, donc je me posais la question. Après, je pense que peut-être c'est pour mettre l'accent sur le fait qu'on ne saura jamais quand. En fait, il n'y a aucune notion de temps avec le gouvernement colonial israélien. Et c'est vrai que ça, on le voit pas mal. À chaque fois, il y a des horloges, mais qui pointent pas à une heure précise. Sinon, on a des chiffres 1, 2, 3 qui sont désorganisés. Et je pense peut-être qu'ils voulaient faire référence à ça, au fait qu'au final, il faut juste attendre, 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 comme le cactus. Euh, pour un jour avoir ce qu'on veut avoir, ce qu'on attend. Donc ici, en l'occurrence, c'est le corps du petit Mohamed. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de notion définie de temps euh, quand il s'agit de l'occupation. Parce qu'ils font tout comme ils veulent, quand ils veulent. Euh, Même si tu as raison, tu as tort. Même si on doit te rendre le corps, on te le rendra quand, si on te le rend, on te le rend, si on te le rend pas, on te le rend pas, quand, tu sauras jamais. Et et je pense que peut-être c'est ça aussi que ça traduit le fait que les Palestiniens sont conscients de ce jeu-là, sont conscients de. Ouais, ça, c'est vraiment entre guillemets, hein, excusez-moi. Sont conscients de ce jeu-là et du coup, bah, qu'ils y jouent avec les règles du gouvernement colonial. Et donc, s'il faut attendre, on attendra. Combien de temps, on ne sait pas, mais on attendra jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Et ça traduit aussi un peu, encore une fois, on va repartir sur la même chose, sur la résilience et, euh, et sur le fait que bah, je ne partirai pas. En fait, je resterai là, ici, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Pour cette maman-là, c'est avoir le corps de son fils. Mais pour les Palestiniens, plus généralement parlant, c'est on ne partira pas parce que, un, c'est chez nous et on ne partira pas jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut, qui est la libération de la Palestine et qui est le droit de retour, reprendre leurs terres, vivre dans un pays, dans leur pays, avec des lois, etc., comme tout autre pays, en fait. Je ne sais pas vraiment si ça répond spécialement à ta question, Anissa. Oui, Mais, non, c'est vrai, je l'avais pas vu de ce point de vue-là. Moi, je m'étais dit peut-être qu'ils ont rendu le corps à cause justement du fait qu'on parle de cet enfant dans le livre et que peut-être ça a soulevé des indignations côté anglo-saxon, qu'on s'est mis à parler de pourquoi on rend pas le corps de cet enfant. Et peut-être. que cette médiatisation que je n'ai pas vue en France, parce qu'en fait, tous les articles que j'ai trouvés, c'était en anglais, a accéléré le processus parce que je crois que dans l'article, il y a d'autres jeunes qui ont été tués. Mais on parle que du corps de Mohamed qui a été rendu. Donc je m'étais dit peut-être que c'est le fait d'en parler, de donner son nom, qui a joué dans le fait qu'ils ont vite rendu le corps pour étouffer un peu l'histoire. Alors, peut-être, c'est possible, hein, mais Je n'aurai pas la après, réponse. après, en fait, sachant et surtout connaissant comment dire ça, le système israélien, qu'ils n'ont rien à cirer des droits internationaux, de tout ce que le monde pourrait dire, ils auraient très bien pu aussi le rendre pour une autre raison qui n'est pas l'indignation internationale. Donc c'est pour ça que je dis que c'est possible, mais c'est aussi pas possible. Personnellement, j'ai pas la réponse. Donc je pourrais pas te dire. Mais c'est vrai que c'est une bonne supposition. Faudrait rechercher dessus. Euh, je crois qu'on avait quelque chose dans le chat, si je me trompe pas. Alors oui, Artula disait, euh, alors Isan, je me suis aussi posé la question, pareil, aucune information, mais j'avais fait une recherche rapide. Et Artula qui disait, oui, je pense aussi que c'est pour souligner que ce qui importe, c'est qu'ils ont dû attendre longtemps, parce qu'en plus, il va y avoir d'autres Mohamed Matar, malheureusement. Et ensuite, je pense que c'était juste pour donner un indice temporel. Isan Kambalan pour la prononciation. Merci, Isan. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose d'autres choses dont vous voulez parler? Oui, l'image de l'horloge que je viens de mentionner, c'est celle-là. C'est au tout début. On a une horloge, on a un, deux, trois. Enfin bon, on a des chiffres écrits un peu à l'envers et une horloge cassée qui montre en fait que, parce que là, c'est précisément dans le thème où il est dans la prison.
Donc, on voit les gardes qui l'emmènent en prison, etc. Mais c'est aussi c'est une prison qui s'étend à en dehors de la prison. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. En Cisjordanie, il y a les checkpoints. À Jérusalem, alors à Jérusalem, si je ne me trompe pas, les Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est n'ont pas le droit, même s'ils sont nés là-bas, n'ont pas le droit d'avoir une citoyenneté israélienne. Euh, Ils ont juste une carte qui s'appelle de résidence permanente. Ça veut dire qu'ils vivent là-bas, mais donc, ils n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens, même s'ils vivent avec les Israéliens. Euh, et donc, s'ils quittent Jérusalem-Est, ils perdent ce droit, cette carte de résidence permanente, et ils deviennent réfugiés. Donc, en fait, peu importe où on va en Palestine et en Israël, l'État colonial d'Israël, on a toujours ce sentiment d'être emprisonné parce il n'y a aucune liberté de mouvement. Qu'on soit en prison, qu'on soit en Cisjordanie, où on doit passer par les checkpoints. D'ailleurs, il y a une histoire avec les checkpoints où c'est un couple. Donc, la femme attend un enfant et ils doivent aller à l'hôpital et ils doivent passer par les checkpoints et on refuse de les laisser passer alors que la dame va accoucher. Donc, ça traduit vraiment l'impossibilité de se déplacer comme on le souhaite, comme les Palestiniens le souhaiteraient. Donc, en fait, ils sont contrôlés à tous les niveaux. Et en fait, la prison, c'est juste un moyen parmi les autres moyens qui existent en Israël. C'est juste que c'est quelque chose qui existe. La prison, ça existe partout. Les checkpoints, je crois pas. C'est vraiment la seule différence qu'il y a. Mais les Palestiniens qui vivent en Palestine, et quand je dis Palestine, pour moi, c'est toute la Palestine, Israël inclus. Euh, donc, peu importe où ils vivent, en fait, ils sont soumis à une forme d'emprisonnement qui est aussi pire, enfin, qui est du même niveau que la prison en soi. Parce que qu'on soit en prison, on subit de la torture, mais qu'on soit en dehors de cette soi-disant prison entité comme on la connaît, on peut aussi se faire tuer pour un rien du tout. On peut se faire tuer au checkpoint, on peut se faire tuer par les colons. En fait, on est soumis exactement aux mêmes souffrances et aux mêmes tortures que les Palestiniens subissent dans les prisons. Donc Arthur me dit oui, ça souligne le manque d'humanité des Israéliens aussi parce que laisser une femme accoucher, sur la route dans un checkpoint, c'est très parlant. C'est très parlant de leur humanité ou plutôt je dirais de leur manque d'humanité. Je fais un petit tour pour voir si j'ai pas laissé filer quelques notes. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à, euh, à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Alors, du coup, je prends la parole. J'ai beaucoup de choses à dire. Euh, Justement, on parlait du manque d'humanité des Israéliens, du système colonial, et j'ai trouvé que déjà dans les représentations des soldats israéliens, ils ont un visage. Est-ce qu'ils ont des yeux? Des fois oui, des fois non. S'ils ont des yeux, est-ce que c'est des yeux qui sont dessinés de manière complète? Pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un peu une représentation fantôme des Palestiniens, pardon, des Israéliens. Alors soit ils sont représentés de manière fantomatique, en fait, pas de manière fantomatique, mais je dirais plutôt cadavérique. J'ai l'impression plus de voir des cadavres. Donc, en fait, pour moi, un cadavre, c'est un corps sans âme. C'est un corps sans âme parce que si on laisse une femme accoucher sur la route, c'est qu'on n'a pas d'âme. On ne peut pas faire ça, même s'il y a je ne sais combien de lois, même s'il y a je ne sais combien de lois qui nous interdisent de laisser passer cette femme. Comment, en tant qu'être humain, ayant une âme, est-ce qu'on pourrait obéir à cette loi? Et donc, il y avait cette représentation-là et aussi la représentation machine. Si vous allez à la page 97, attendez, s'il vous plaît, désolé. Non, j'ai un appel. Donc, à la page 97, on a un soldat qui barre la route à des enfants. Et c'est en fait son bras, c'est pas un bras,
c'est le machin de la machine là pour barrer la route. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de vous le montrer là. Ça va pas être très pratique. Ici, là. Si, on voit bien. Et moi, je comprends ça comme vraiment les soldats israéliens et tous ceux qui participent en fait à l'oppression de la Palestine, c'est pas des êtres humains, c'est vraiment juste une extension du système colonial. Et le système colonial israélien, il s'effectue par des machines, dont, dont les soldats. Parce que pour faire ce qu'ils font, c'est qu'au bout d'un moment, déjà, ils sont, on leur a lavé le cerveau, ils n'ont plus aucun esprit critique. Mais en plus de tout ça, je veux dire, je pense qu'au bout d'un moment, même si on a zéro esprit critique en tant qu'être humain, on a cette sensibilité et cette humanité, et on a l'empathie, on a ce petit truc qui fait que on va être triste pour une personne X qui subit quelque chose. Moi, j'ai juste, ça m'a fait, quand tu as dit qu'on a cette empathie-là, moi, je croyais vraiment que, je croyais parce que j'avais envie d'y croire, je pense, de dire que les personnes ne sont pas complètement aveugles et que même si on leur a lavé le cerveau depuis petit, ils sont complètement endoctrinés, il y a quand même une part d'humanité qui reste vis-à-vis des évidences maintenant euh, qui sont en fait, bah voilà, ils sont des évidences, tu peux pas les nier, c'est partout. Même si tu n'as pas envie de les voir, tu vas les voir parce que c'est tellement présent que c'est impossible de fermer les yeux. Et je me suis rendu compte, malheureusement, que cet espoir qu'on a de dire bah, on a un minimum quand même d'empathie et qu'on ne peut pas être complètement aveuglé est faux parce que voilà, j'ai eu notamment de personnes qui m'ont dit que c'est parce qu'on est dans des. Enfin, en parlant de moi de façon particulière, c'est que c'est parce que je suis dans un environnement extrémiste que j'arrive à dire de telles choses comme quoi on essayait d'exterminer les Palestiniens et comme quoi voilà, ils subissent toujours d'atrocités. Donc à partir du moment où on m'a dit des choses pareilles, honnêtement, je pense pas du tout que cette empathie-là existe chez eux et qu'elle est complètement absente et malheureusement on peut absolument rien faire pour qu'elle revienne. Honnêtement, personnellement, je suis un peu dans le même, je suis dans le même, je suis du même avis que toi. J'espère que certaines personnes, en tout cas, il y a des personnes qui se réveillent toutes seules, hein, mais je pense que ces personnes qui se réveillent toutes seules, parce qu'on a il y a beaucoup de sionistes qui deviennent anti-sionistes, mais ces personnes-là, je pense qu'elles ont une empathie quelque part, qui est déjà existante dans leur cœur et dans leur âme. Parce que s'il n'y a aucune empathie, c'est très dur bah, de faire un 180 degrés et de passer de sioniste à anti-sioniste. Mais oui, pour le coup, cette représentation, c'est vraiment une représentation où il y a zéro empathie, il n'y a rien du tout, c'est juste une extension du gouvernement, une extension des machines, c'est un corps, en fait, c'est un corps machine, moi je le vois comme ça vraiment, parce que qu'on a un bras qu'on a un bras qui, au lieu d'être de la chair, est dessiné comme une barre qui va barrer la route, c'est que, au fond, c'est un peu le même principe des représentations cadavériques. On a un corps, mais dedans, on n'a rien. C'est une machine et il ne faut que répondre aux ordres sans se poser aucune question. Après, on pourrait dire, oui, mais c'est le travail d'un soldat. Oui, mais non. Voilà, ça, c'est mon argument. Et après, juste en bas aussi, on a la représentation du coup, du soldat qui va tirer sur un enfant et un homme. Pour le coup, l'homme, il a un vrai bras. On a l'impression qu'il tire un pistolet, mais c'est pas vraiment. J'ai pas l'impression en tout cas que c'est un pistolet, j'ai l'impression que c'est une main. Mais moi, ça m'a fait penser un peu à. Vous savez ce qu'on dit, le côté israélien, le côté palestinien. On va prendre les deux côtés pour comparer. Oui, mais les Palestiniens aussi, eux, ils font ça. En fait, on a toujours cette dichotomie. On veut toujours avoir deux côtés pour faire genre, pour créer un semblant d'égalité. Parce que quand on présente deux côtés, c'est pour les comparer et on ne compare que deux choses qui sont plus ou moins similaires. On ne va pas comparer, je sais pas, des patates et des tomates. Euh, et sauf que là, pour le coup, on voit bien que les Palestiniens sont démunis. Tout ce qu'ils ont, c'est un sac avec sûrement des cahiers parce que le petit va à l'école et ils n'ont littéralement aucune arme. Alors que de l'autre côté, on voit même, enfin, le soldat, il est représenté vraiment en beaucoup plus gros et il est représenté de manière et il est armé. Donc, il est représenté de manière à. En fait, on voit directement que
y a pas lieu de comparer. On sait déjà qui va gagner parce que le soldat est beaucoup plus armé et il a beaucoup plus de pouvoir que les deux Palestiniens, dont un enfant qui ne sont pas armés et qui sont vraiment démunis en fait pour se défendre. On a Arthur qui nous dit les machines sont d'ailleurs représentées comme des monstres, oui, comme si l'humanité, dans le sens humain et pas sensible, que devraient avoir les Israéliens, est mélangée avec le côté sans réflexion d'une machine et ça donne des monstres machines. Je suis d'accord. Surtout la machine qui a l'air de pousser l'enfant mort, page 98. C'est ça, on essaie de créer une égalité, un équilibre. Bah oui, on voit ça. Alors, on va voir page 98, c'est juste après d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais, moi, c'est vraiment cette l'image, page 98. Ça m'a vraiment choquée. Parce que c'est vraiment, c'est comme tu le dis, Abdullah, c'est une machine monstre. Parce que les dents, c'est vraiment des dents pointues de monstre. On a les yeux, on a ce qui est censé être les phares en fait du temple. On a les yeux et au milieu un nez. Et les yeux, on voit en fait, ça donne une expression faciale de colère et de déferlement de haine un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est à la page 98. C'est là. Page 88, ça dit ou j'ai pas entendu? 98. 98. Ce qui est, pour moi, je pense avoir abordé tous les petits post-it que j'ai mis. Donc, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un point dont vous voulez parler, que vous voulez aborder, pour le coup, je vous laisse vraiment la parole. Je sais qu'à chaque fois, je dis ça et après, je recommence à parler. Alors, on a Isan qui nous dit il y a un paradoxe entre la déshumanisation des soldats qui sont des machines et en même temps une sorte d'humanisation des machines. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, ça rejoint vraiment cette idée de monstre-machine, d'humain-machine dans les essences se confondent. Et Arpula qui nous dit, page 12, on voit que Mohamed, oui, a une plume dans le dos, comme les soldats portent leurs armes. Oui, ça reprend ce qu'on disait au tout début avec l'utilisation et le pouvoir de l'art pour les Palestiniens. Les Israéliens utilisent des armes et les Palestiniens utilisent l'art. Oui, c'est très vrai. Je pense même page 80, page 97, euh, donc le petit qui se fait attaquer par un soldat, en fait, c'est un petit qui va à l'école. Ouais, il va à l'école. Et on a le soldat qui veut tuer, en tout cas, déjà, on précise, un enfant. Et, euh, et ensuite, c'est un enfant qui va à l'école. Donc, on a encore l'idée que le savoir, c'est la seule arme. Le savoir et l'art, c'est vraiment les seules armes des Palestiniens. Contrairement aux Israéliens qui se ramènent avec tout leur tralala, toutes leurs machines, des grosses machines, tous les armes, les tanks. En plus de ça, il y a les surveillances, les checkpoints. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un point qui est assez abordé, qui est pas mal abordé. Après, c'est vraiment des petits détails. Hein. Je pense pas que toute seule, j'aurais tout vu. Donc, c'est pour ça que j'aime bien vous parler. J'espère que ça vous aide vous aussi. Mais voilà, moi, personnellement, j'ai un peu tout dit. Donc, je vous écoute si vous avez d'autres points à ajouter. Et, euh, et sinon, je pense qu'on est bon pour conclure la séance. Moi, j'avais juste un Oui. petit point que j'ai. En fait, avant, on a parlé de prison et du fait euh, qu'elle soit présente et que ça sorte en fait du cadre de la prison classique qu'on connaît. Et ça m'a fait penser à la page 76, justement, où il y a les deux oiseaux donc, qui discutent entre eux et qui disent, voilà, on emprisonne les oiseaux maintenant. Et il dit, j'y vis seulement. Et je trouvais ça puissant quand même de se dire que, en fait, heureusement qu'il y a ce oiseau-là dans l'histoire pour symboliser cette sortie de prison, justement, et qu'il puisse
il puisse lui rapporter ce qui se passe à l'extérieur. Et que si ce oiseau-là était aussi emprisonné, bah, il serait complètement coupé du monde. Donc je trouvais l'image assez intéressante. On a dit tout à l'heure. Personnellement, je n'avais pas du tout fait attention, tu vois, Moi, j'y vis seulement, je comprenais pas. Je l'ai lu, mais personnellement, tu vois, j'ai pas relevé. Mais c'est vrai qu'on dit j'y vis, déjà, c'est un choix de vivre dans une prison, mais pour l'oiseau et l'oiseau même, parce qu'il le dit, je pense, à la fin, il dit heureusement que nous, on a des ailes, on peut partir. Et justement, il lui dit l'oiseau, je pense, il dit non, mais moi, je vais rester, hein, parce que justement, moi, ce que j'admire, c'est le fait qu'ils restent eux. Même si, alors il y a des moyens certains, même si c'est très très dur, il y a des moyens de partir, mais il les admire en fait de rester dans un état où ils sont complètement emprisonnés, alors que lui, indirectement, il y vit, mais c'est aussi, je pense, ça représente aussi l'état du Palestinien qui vit en prison, peu importe où il est. Donc en fait, le Palestinien, il est aussi comme l'oiseau. Mais c'est surtout après, donc il y a après la page 76, c'est quasi la dernière page, bah, c'est la dernière page, pas quasi, la dernière page avant les annexes, où là on a encore que les oiseaux entre eux. Et la dernière réplique, qui est en fait le titre du livre à la fin, que derrière, voilà, ça revient, comment dire, ça revient à ce que tu viens de dire là maintenant. Oui, c'est à ça que je faisais référence. Il disait, il parlait avec les oiseaux. Non, derrière toutes ces histoires, il y a justement le refus de partir. Moi, j'admire leur combat, je ne partirai pas. Après, sachant que l'oiseau, c'est l'emblème de la liberté et que dans l'histoire, on a cet oiseau qui admire les Palestiniens, c'est aussi peut-être pour finir sur une note positive, malgré tout malgré toute la souffrance qui a été décrite à travers ces histoires, on finit quand même sur une note positive. On se dit, si l'oiseau, le symbole de la liberté, a réussi, comprend les Palestiniens et les admire leur combat, c'est qu'un jour ou l'autre, ils seront palestiniens, ils seront libres. Exactement. Ah, tu l'as beaucoup mieux dit que moi. L'oiseau les soutient, donc la liberté les soutient d'une certaine forme. Je trouve que ça montre un peu l'espoir que les Palestiniens ont. Ils ont l'espoir d'être libres, mais aussi d'avoir le soutien des autres en dehors de la Palestine. Et ensuite, au-dessus, on a la dernière page est belle aussi avec les oiseaux qui s'échappent des pages de livres. Ça peut expliquer le titre original en arabe. Oui, Anissa, tu peux y aller. Oui, moi, c'est une réflexion plus générale, mais je trouve le livre génial et je me disais que c'était un livre assez simple à offrir, dans le sens où on peut le lire rapidement et de manière assez superflue. Après, libre à nous d'aller approfondir. Enfin, on a ces petites pages à la fin qui nous donnent quand même des pistes d'approfondissement, mais peut-être en fonction de notre sensibilité, je sais pas, de tout ce qui fait qu'on peut s'intéresser plus ou moins à la Palestine. Ça nous laisse libre d'approfondir le sujet ou pas. Et je trouve que ça peut faire un très bon cadeau pour ouvrir la discussion, ouvrir la réflexion, la curiosité. Enfin, j'ai trouvé, je pense déjà l'offrir à certaines personnes. Ben, c'est vrai que du coup, ça rejoint ce que disait en chat. La dernière page est belle aussi avec les oiseaux qui s'échappent des pages de livres. Ça peut expliquer le titre en original en arabe qui est Ana Ahbabtu al-Hikaya. En fait, on a aimé l'histoire, on a aimé les histoires, on a aimé la manière dont les histoires sont racontées, que en fait, nous aussi, on prend un peu le rôle d'oiseau et on va aller offrir ce livre à quelqu'un d'autre et on va transmettre l'histoire. On va d'une manière ou d'une autre raconter l'histoire, nous aussi, on prend le livre. Donc, si vous voulez l'offrir, n'hésitez pas. Normalement, le code promo se termine demain. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer commande, pour soutenir aussi la maison d'édition, que je remercie encore une fois vraiment, vraiment beaucoup. Et soyons nous aussi les petits oiseaux de ce roman, en forçant, parce que moi, dans ma vie, je marche avec le forcing, qu'il soit subtil ou non, pour en tout cas encourager et ouvrir la voie à certaines personnes qui pourraient, peut-être qui ne connaissent pas, qui ne savent pas trop ce qui se passe, voilà, ils n'ont pas envie de prendre un gros livre comme ça pour lire sur la Palestine parce qu'ils vont être perdus. C'est vrai que c'est un très, très, très bon début avec les annexes à la fin qui permettent d'approfondir un petit peu le sujet.
Et puis après, libre à nous, voilà, comme tu disais, Anissa, d'aller plus loin, de lire d'autres livres, ou tout simplement, voilà, de suivre des pages, mais en tout cas de s'intéresser et de pas rester les bras croisés. Et aussi, oui, je voulais le dire ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Alors, moi, personnellement, la littérature, vraiment lire, en tout cas en France, c'est un luxe parce que les livres coûtent très cher. Et il y a aussi une question de temps, on n'a pas tous le temps de lire. Mais ce que vous pouvez faire, tout ce qui est médiathèque, bibliothèque dans vos villes, si vous êtes à l'université, les bibliothèques universitaires, n'hésitez pas à aller demander ce livre. En général, encore, moi, je sais que à mon époque, c'était pas si longtemps que ça, mais quand même un petit peu. Quand j'avais besoin d'un livre et que je ne pouvais pas l'acheter, je demandais à la bibliothèque universitaire de l'acheter et ils l'achetaient, en tout cas, vu qu'en général, il n'y a pas beaucoup de demandes, ils l'achetaient très vite. Donc, n'hésitez pas. Un des moyens de transmettre la littérature palestinienne et voilà, d'amplifier les voix, c'est de conseiller, de demander à vos bibliothèques, vos médiathèques, etc., d'acheter le livre. Et bon, ils vont peut-être dire non au début, mais en tout cas, n'hésitez pas à chaque fois à aller leur dire on veut ce livre, on veut ce livre. Et c'est sûr qu'un jour ou l'autre, s'ils ne sont pas d'accord au début, ils finiront par céder. Donc, voilà. Si vous avez quelque chose à dire, et sinon, je pense qu'on peut clore la discussion. Bah, te dire merci, honnêtement. Moi, je ne suis pas lectrice de BD. Voilà, je suis plus lectrice de romans ou d'essais, mais la BD, ça ne fait pas partie de de mes genres préférés. Et là, c'était une grosse première pour moi, et honnêtement, j'étais ravie d'avoir ce livre-là, que peut-être j'aurais jamais connu si tu n'avais pas parlé de ça, si tu n'avais pas organisé cette lecture commune dans le book club. Donc, je tenais à te remercier, et voilà, c'était une très très belle découverte pour moi, et je pense pour nous toutes, parce que c'est un livre vraiment qui mérite d'être connu pour tout le travail qui a été fait. Euh, et, euh, et puis voilà, c'était une lecture un peu différente de tout ce qu'on peut connaître sur la Palestine parce qu'il y a justement l'image qui est très parlante, même si, en fait, même si on l'ouvre et on ne lit pas, juste on regarde les images, bah, ça reste tout aussi frappant. Oui. Euh, Après, comme on dit, les images sont beaucoup plus parlantes des fois qu'un mm, gros texte, qu'un gros pavé. Et le fait que ce soit de la lithogravure, personnellement, un genre auquel je ne suis pas du tout habituée, c'était encore beaucoup plus frappant et beaucoup plus facile à. Je pense que ça touche les cœurs beaucoup plus facilement. complètement. Merci à vous d'avoir été là, parce que sans vous, je pense que j'aurais parlé dans le vent, on est d'accord. N'hésitez pas à faire passer le mot. Je pense qu'il y en a encore pas mal qui sont pas, qui sont pas au courant de cette initiative. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler sur les réseaux, ou sinon tout simplement, voilà, de parler, pas nécessairement sur les réseaux. Merci à toutes. Franchement, merci pour votre présence. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager la lecture avec vous, d'en parler plus en détail, et je vous tiens au courant pour la prochaine lecture.